C'est l'heure de votre rendez-vous pluriel, l'émission enregistrée aujourd'hui en public. Émission que je sens bien, oui, je sens bien aujourd'hui, puisqu'elle est préparée et animée par Ronan Manuel et Loïc Tourmel. À la régie, Sébastien Lemercier et Philippe Traîneau. Messieurs, je sais que vous êtes bien installés dans un lieu très convivial, avenue Janvier à Rennes. Loïc, Ronan, c'est à vous. 40 ans que Radio Rennes sévit sur les ondes d'Ille-et-Vilaine et nous en parlons tout au long de cette année, peut-être bien l'année prochaine encore d'ailleurs, avec tout plein d'invités comme ça, une fois par mois, avec de la musique, de la littérature, avec tout ce qui a fait le sens et la matière de 40 ans de Radio Libre et de 40 ans de Radio Rennes. Tout au long des semaines, ici, à l'hôtel-restaurant Le Victoria, où nous accueille Gérard Jubot et toute l'équipe du label Place de la Gare, que nous retrouverons ici également dans une petite demi-heure. Eh bien, nous avons des invités pour nous parler de culture, tout simplement, parce que c'est quand même un bonheur d'avoir de la culture vivante ici dans le pays de Rennes. Et on en parle depuis 30 et quelques années de plus, avec Loïc Tourmel sur Radio Rennes. Bonjour Loïc. Bonjour Ronan. Alors, des invités qui nous parlent de basson, mais quelquefois, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, on peut dire doucène, on peut dire cervelas, on peut dire fagotte ou fagot même, hein, c'est ça. Et les deux invités sont de même, d'ailleurs, à commencer par celui que je vois devant moi. Oui, puisqu'il n'y a qu'un seul d'arrivée pour l'instant. Mais l'autre arrive. L'autre arrive. C'est Pascal Gallois. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous avoir à ce micro. Alors, on parlait effectivement 40 ans de Radio Libre. Et vous, il y a 40 ans, au début des années 80, est-ce que vous avez des souvenirs liés à l'émergence de ces radios associatives, ce Radio Libre ? Ah, tout à fait. De toute façon, c'était le mouvement qui a eu lieu après le 10 mai 81 et qui a vu naître toutes ces radios comme la vôtre. Moi, je suis un ch'timi, pur jus, né à la frontière belge, à Vervic. Et j'étais à Paris à l'époque, au Basson, où j'avais rencontré Marc Feldman qui va arriver. Il est là, Marc. Voilà. Et nous voyons dans ces années 81, Marc et moi, avec notre instrument, notre basson, qui est, pour vous dire... Étymologiquement, ça veut dire son doux, ça ne veut pas dire son grave, les dulcianes ou les doucènes. C'est des instruments qui se jouaient à l'intérieur des châteaux. Salut Marc. Au Moyen-Âge, vous aviez deux types d'instruments, ceux qui étaient à l'intérieur des châteaux et ceux qui étaient à l'extérieur. Ouais. Les hautbois, justement, parce que vous avez toute la famille des anges doubles, comme vous avez dans les bagades, qui servaient à danser et à faire... un bruit quand même assez fort à l'extérieur. Et les instruments qui étaient à l'intérieur des châteaux, donc la viole de gambe, le basson, effectivement, et puis le clavecin qui s'est développé ensuite. Donc ça, c'est un instrument, il y avait toute une famille des instruments aigus dans les dulcianes. Bon. Ça, c'est juste pour dire un peu notre point commun entre Marc et moi. Et pendant 40 ans, on s'est vu entre-temps. Alors, pour moi, 81, c'était aussi... Retrouvez votre souffle, Marc. Oui, tout va bien, on a le temps. Je suis là. Il souffle. Et surtout que je mets mon téléphone sur silence. Le petit accent de l'ouest de la Bretagne de voilà, c'est très ça, à l'ouest. Légèrement de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, je suis breton de Far West. Voilà. Donc voilà, nos deux invités sont là. Donc Marc Feldman à Rennes depuis une dizaine d'années à peu près. Une dizaine d'années maintenant, oui. Actuel administrateur de l'ONB. Oui. Musicien, chef d'orchestre et puis plein d'autres choses. Je n'étais pas chef d'orchestre, je n'avais pas eu cette maladie. Non. C'est moi qui ai pris le virus. On verra avec Pascal. On verra avec Pascal Gallois si c'est une maladie. On a besoin de directeurs artistiques comme Marc. Et puis donc Pascal Gallois qui a déjà parlé, lui aussi musicien, chef d'orchestre, pédagogue aussi, et puis fondateur de festival. De nombreux points communs effectivement entre vous deux. Absolument. On en reparlera évidemment au cours de ces deux émissions. Alors Pascal, tout à l'heure vous nous parliez de ces souvenirs du début des années 80. Vous étiez donc à Paris lors de l'émergence des radios associatives, des radios libres. Oui, et parallèlement, c'est là où est venu un moment important dans ma carrière. J'ai été engagé le 4 septembre 81 par Pierre Boulez. Donc dans l'ensemble intercontemporain, le concours est à l'IRCAM, et c'était pour moi le grand virage, puisque je l'ai accompagné, si je puis dire, parmi ces quelques musiciens, jusqu'à sa mort, qui était le 5 janvier 2016. Et c'était pour moi mon père spirituel.
j'ai eu cette chance énorme. J'ai fait le tour du monde et des États-Unis, où on a rencontré Marc à New York en 1986, après un grand tour des États-Unis immense. On s'est rencontrés plus tôt. Et on s'était rencontrés avant, effectivement. Je disais, en tant qu'étudiant, on a usé nos fonds de culotte sur les mêmes chaises, auprès des mêmes professeurs. Et on a beaucoup de points communs instrumentaux, mais on est parti de là. Et donc voilà, on s'est revus pratiquement régulièrement, je veux dire. Et il y a une connivence entre Marc et moi. Je dois dire qu'il y a une grande amitié, ça c'est clair. Au-delà de l'Atlantique, et puis sur le plan instrumental, sur le plan des personnes comme Bernstein, qui certainement il va vous en parler. Moi, j'ai eu la chance de jouer aussi sous sa direction, le Sacre à Paris en 1989, juste avant sa mort. Enfin bref, donc quand Pierre Boulez est mort, j'ai décidé de développer ma carrière de chef d'orchestre que j'avais entrepris dans les années 2010 d'ailleurs, grâce à Marc ici à Rennes. Voilà. Donc c'est bien ce garçon qui nous a dit qu'il n'était pas chef d'orchestre. Hein. Non, c'est moi, c'est moi. Oui. C'est moi. Alors justement, Marc Feldman, vous, début des années 80, vous étiez aux États-Unis encore. Début des années 80, je suis venu en France. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de navettes entre New York et Paris. C'est là où j'ai rencontré Pascal, parce que j'étais au Conservatoire américain en 81. Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était brièvement cet été-là, quand je suis venu pour la première fois. C'est il y a 40 ans, c'est un peu fou. Et après, j'étais à l'école normale à Paris. Et après quelques années en France, j'ai décidé de rester ici, de faire ma carrière ici. Et justement avec Pascal, on a fait pas mal de choses ensemble. Et Pascal m'a aidé beaucoup aussi de rentrer un peu dans ce monde de la musique française à l'époque. Sans rentrer dans ce débat qui n'est pas le lieu ici, Marc, on a eu le plaisir de se rencontrer plusieurs fois depuis que vous êtes arrivé en France. Un de vos actes de gloire pour vous personnellement, ça a été de faire se rencontrer des musiciens de différentes cultures et en particulier des musiciens d'origine palestinienne ou arabe et des musiciens juifs. Oui. Si vous avez envie de nous en dire deux mots, parce que ce sont tellement des envies de paix et de musique. Voilà, c'est l'orchestre de la paix, justement. Oui, mais... Allez. C'est très intéressant parce que je suis né à New York, je suis né dans cette melting pot et pour moi l'idée de mélange de cultures, de vivre ensemble ou pas, parce que c'était pas tout, New York est quand même pas tout rose tout le temps. Ces questions étaient quelque chose qui était toujours important de ma vie. Mon père a enseigné à Harlem, tu as rencontré mon père, il a enseigné à Harlem et j'ai côtoyé quand même toute cette problématique depuis mon enfance. Après le 11 septembre, j'étais cacheteneur et on m'appelle en disant qu'il y a un orchestre pour la paix qui se crée en commémoration de 11 septembre. Et je me suis dit, mais c'était un orchestre avec des Palestiniens, des Israéliens, des chrétiens, des musulmans, des athées de tous bords et de toute culture moyen-orientale. Et j'ai dit, mais quelle superbe manière de commémorer le 11 septembre par un orchestre israélo-palestinien, juif, arabe à l'UNESCO. Et donc, j'ai trouvé des musiciens formidables. Bassoniste Guiriani, Amin Guiriani, qui était vraiment super, mais aussi des gens qui jouaient à un niveau... qui est à l'opéra d'Égypte du Caire. Oui, c'est ça. Et donc, et j'ai trouvé des gens, d'abord des musiciens qui étaient formidables. Et après, on s'est dit, mais il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on tourne, il faut que cet orchestre vive. Et au fur et à mesure, j'ai pris un peu la direction administrative de cet orchestre parce que c'était monté d'une façon très amateur. Et du coup, j'ai appris quelque chose d'important, mais vraiment très important. Une fois qu'on est dans l'orchestre et on joue la même partition, même si on a des différences graves, des différences d'opinion, et on joue la même partition, on oublie d'où on vient, on oublie tout, et on est au service de la musique. Et quand il y a un bassoniste juif à côté d'un bassoniste musulman ou un joueur de flûte israélien à côté d'un flûtiste palestinien, et ils ont fait un peu de musique ensemble, ils se regardent vraiment différemment parce qu'on est en face d'un autre être humain, on n'est pas en face de l'autre côté.
Et j'ai appris beaucoup avec cet orchestre. J'ai entendu aussi des compositeurs arabes ou israéliens, mais qui utilisaient des maqams, donc des gammes arabes, pour écrire leurs œuvres de la musique contemporaine. Et je disais, mais waouh, il y a un autre langage, une autre façon de regarder la musique contemporaine, et tout était ouvert. Et ça m'a beaucoup marqué. Alors, à propos de musique contemporaine et de musiques ouvertes, justement, il y a quelque chose, Marc, qui depuis votre arrivée à Rennes a ponctué vos créations. Ce sont les rencontres avec les musiques du monde et les musiques traditionnelles, et particulièrement de l'endroit où vous étiez installé, c'est-à-dire ici en Bretagne. Loïc a choisi un titre avec des gens qu'on aime bien. Hein, Loïc. Et oui, Erwan Amon et Jannick Martin, oui. je trouve que c'est un grand et beau souvenir, ça. Très, très grand souvenir, absolument. Et c'est avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, bien sûr. On va écouter cette étonnante rencontre qui est aussi un album, bien sûr. C'est une suite de Scottish. Avec le groupe de Erwan Amon, Jannick Martin et l'Orchestre Symphonique de Bretagne. C'était une des propositions assez étonnantes, d'ailleurs, assez singulière, mais il y en a eu beaucoup, ce qui fait que le singulier devient pluriel avec les aventures de Marc Feldman depuis qu'il est à la tête de cet orchestre de Bretagne. Loïc Turmel nous en cause avec une paire de bassonistes qui est avec nous tout au long de cette semaine dans Pluriel. Voilà, donc extrait de cet album Fest-Nos Symphonique, oui, qui a d'ailleurs été joué en public au Festival Interceltique de Lorient, notamment. Absolument, à Yawank aussi. À Yawank, oui. Oui. Donc là, c'est vraiment l'orchestre, un orchestre dit classique, qui est un orchestre classique, mais qui s'ouvre à plein d'autres esthétiques musicales et puis aussi à plein d'autres publics. Oui, ben, c'est encore peut-être mon côté new-yorkais. J'ai eu la chance d'être dirigé par Bernstein et de passer quelques temps à côté d'un homme comme ça, Pascal aussi. Et c'était un homme qui était d'une ouverture énorme. Donc pour moi, cette ouverture était quelque chose de normal. Et quand je suis venu en Bretagne, il y a quelque chose qui m'a vraiment étonné. J'étais quelques années à Sacramento, en Californie, et avant ça, j'étais bassoniste comme Pascal était à un moment donné. Et il y a une chose qui m'a étonné. En Bretagne, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la musique savante et la musique orale. Et un énorme clivage entre les deux. Et j'ai demandé, mais excuse-moi, qui sont vos Bartók? Qui sont vos Dvorak? Même Debussy et Ravel étaient intéressés par la musique traditionnelle, et des choses qui venaient exactement. Mais qu'est-ce qui se passe en Bretagne? Et donc, du coup, je dis, je vais chercher des gens qui ont envie de faire ça. Et une fois que la porte était ouverte, il y avait des demi-douzaine de personnes qui frappaient à la porte en 5 minutes en disant « Moi, je veux faire ça, est-ce que je peux ?» Et j'ai dit, il y avait Didier Skiban, il y avait Marthe Vassalo, il y avait Amon et Martin. Là, cet été, c'est Alain Stivell, on sera à l'Interceltique. Et Lizardo Lombardia de l'Interceltique nous a beaucoup aidé à trouver des artistes celtes. Il y avait des Gallois qui se sont dit « Et nous ?» et Bill Whelan en Irlande qui a dit « Moi aussi !» Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé, c'était que non seulement que c'était important pour l'orchestre d'être réellement l'orchestre de Bretagne et pas un orchestre classique posé en Bretagne, mais qu'on avait un rôle à jouer.
Un rôle que les orchestres au Pays de Galles, en Écosse ou en Irlande font depuis des années, et un rôle que les orchestres américains font au milieu de la musique populaire, variété, ce qu'on appelle pops aux États-Unis, et on fait ça depuis 40 ou 50 ans. Et en France, il y avait une véritable... on nous a freiné de faire ça. Les orchestres classiques en France n'aimaient pas jouer avec des stars de variété. Voilà. Aux États-Unis, c'était commun. Ouais. Il a fallu qu'un Américain vienne en Bretagne pour le faire, quoi. J'étais décomplexé. J'étais simplement décomplexé et je disais pourquoi pas. Donc j'étais un peu bête peut-être. Alors, est-ce que justement on peut faire un parallèle Un peu naïf plutôt. Un parallèle peut-être avec vos origines. On sait que vos grands-parents parlaient le yiddish, qui était donc une langue minoritaire. Le breton, le gallo sont aussi des langues minoritaires. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre tout ça? Absolument. C'est-à-dire que... Un parallèle qui est simple. Mes grands-parents étaient langue maternelle yiddish, les quatre. Les quatre venant de différents coins de l'Europe centrale. C'est assez rare dans cette génération de vos parents, grands-parents. Hein. Donc mes grands-parents, c'est quand même les années entre 10 et 30 qui sont venus. Donc, ils étaient russes, viennois, allemands, polonais. Donc, la seule langue commune entre eux, c'était le yiddish. Donc, mais c'était leur langue maternelle quand même s'ils parlaient plein d'autres langues. Mes parents comprenaient, mais ils ne parlaient pas parce qu'il fallait assimiler. Il ne fallait pas justement parler de langue parce que ce n'était pas américain. Et donc, du coup, mes parents comprenaient, mais ils ne parlent pas. Et moi, je comprends quelques mots, quelques phrases, souvent les plus grivoises. Donc... Il y en a. Quelques exemples hein. Oh non. Spiel, klezmer. Spiel. Non, mais ça c'est une chose, mais il y a des gros mots, etc. Donc, mais je crois que c'est l'histoire de beaucoup de gens en Bretagne. Leurs grands-parents étaient de langue maternelle breton. Leurs parents comprenaient, parlaient un tout petit peu, et aujourd'hui on arrive à une génération où on comprend quelques petits bribes, et donc j'étais très sensible à ça. Et donc l'idée de faire un travail sur ce registre, sur la langue, sur la culture, sur la musique, était quelque chose qui était familier. Ça semblait naturel. Naturel. Et aussi, j'ai appris après qu'il y avait des gens crades, des Ropart, des Duhamel, des compositeurs bretons, le Flem, mais aussi que vous avez fait jouer à l'orchestre, le Penven et des compositeurs bretons qui étaient un peu rejetés aussi par les orchestres français. C'est-à-dire qu'il y a de magnifiques œuvres de Jean Cras, mais on ne les joue pas. Et c'était même un orchestre en Luxembourg qui a fait l'intégrale de Jean Cras. C'était même pas un orchestre français, même pas un orchestre breton. Donc, voilà. Alors, vous avez fait effectivement se rencontrer ces musiques, et puis vous avez ouvert aussi l'orchestre aux musiques de jeux vidéo. Hein. Il y a eu une ouverture, un concert, je crois. Oui. Et c'est là un autre lien, un autre point commun avec Pascal Gallois. Je crois que vous avez ouvert une formation au Conservatoire Mozart de Paris aux jeux vidéo, musique de jeux vidéo. Tout à fait. J'ai travaillé avec les deux derniers maires de Paris sur la construction et la reconstruction des Halles et du Conservatoire des Halles pour ce qui me concerne, et j'ai tenu à l'appeler Conservatoire Mozart, puisque la maman de Mozart a eu ses obsèques le 3 juillet 1778, quand Mozart était venu pour la deuxième fois à Paris, donc c'est un moment dramatique de sa vie, et on est juste en face de Saint-Eustache. Et donc, la mairie de Paris a accepté, qu'on appelle Conservatoire Mozart, et j'ai eu la visite du ministère de la Culture autrichien, puisque j'ai ouvert des classes de musique de jeux vidéo. Donc on m'a demandé pourquoi. Et je dis, écoutez, Mozart, vous savez, le film Amadeus est tout à fait vrai. Mozart jouait tout le temps, faisait des jeux. S'il les vivait en ce moment, il jouait aux jeux vidéo, il faisait des calembours, il jouait au billard. C'est tout à fait vrai dans ce film. Donc, ça a un impact. Donc, et on fait également du sound painting, on ouvre beaucoup de nouvelles pratiques, et voilà, ça nous donne beaucoup de possibilités nouvelles. Je pense que les conservatoires, ça a été la deuxième partie de mon existence, la partie administrative, comme Marc. Quand on est instrumentiste d'orchestre, on est devant une partition, et Marc a tout à fait raison, le chef, c'est le compositeur.
Celui qui nous réunit, le public, les musiciens, le chef, et l'administration, c'est le compositeur, c'est Beethoven, c'est Brahms. Voilà, c'est avant tout cela. Nous sommes tous des interprètes. Et donc, voilà la raison pour laquelle, en tant qu'instrumentiste, et je pense que Marc, c'est pareil, il nous apparaissait important d'agir. Marc vient de... C'est tout à fait clair, l'action de Marc là-dessus est tout à fait claire. S'il était resté sur la chaise à côté de moi à jouer des grands compositeurs, comme le faisait Mozart, et il n'y aurait pas eu tout ce qu'il a créé ces 10 dernières années ici en Bretagne. Et moi, j'y suivais un chemin un peu parallèle, comme ça, c'est un peu comme Amicalement Vôtre. On pourrait tout à fait imaginer... les deux acteurs que vous connaissez, mais effectivement, c'est tout à fait parallèle. J'ai aussi cette action qui m'a amené... Moi, je suis issu de la frontière belge, je suis un ch'timi. Mes voisins parlaient flamand, et certains et d'autres ch'timis ne se comprenaient pas. Donc c'est un peu la même chose, quelque part. Il y a toute l'histoire, et je crois que, je le vois maintenant en Bretagne, c'est très important d'être multilingue comme ça, parce que ça fait réfléchir, ça fait beaucoup réfléchir. Derrière une langue se cache une psychologie, une manière de penser. Voilà. Donc voilà, c'est le point commun. Et ensuite, ce qui m'a amené en Bretagne, c'est un peu le hasard, c'est aussi Marc, puisque comme je vous le disais, c'était l'année 2011, j'étais venu. Effectivement, on a fait des programmes superbes avec l'Orchestre National de Bretagne, qui est un magnifique musicien. Et donc, avec un ami commun, j'ai eu l'idée d'aller fonder un festival à Quiberon. Et autour des 90 ans de Pierre Boulez, qui était tout à fait une espèce de bombe atomique, je puis dire. Alors, on va en parler de ce rendez-vous de Quiberon, bien évidemment, parce qu'il est dans l'actualité. On en parlera tout à l'heure, et puis particulièrement, plus encore demain. Mais vous avez évoqué, Pascal Gallois, les différentes symboliques que l'on puisse trouver chez Mozart. Un écrivain, il y a quelques années, Jacques Henry, avait travaillé sur l'image et la symbolique de Mozart, et Dieu et d'autres savent qu'il y en a, puisque justement, c'est pour ça que je dis d'autres, il y a une écriture symbolique et maçonnique. Cet écrivain s'appelait Jacques Henry, et comme nous sommes dans cette série d'émissions consacrée aux 40 ans de Radio Rennes, les multiples rencontres de Gaby Aubert avec des auteurs, des poètes, des artistes, eh bien Jacques Henry en faisait partie. On va le retrouver dans une parenthèse assez longue aujourd'hui comme demain pour nous parler justement de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart est né en 1756. Et pour marquer le 250e anniversaire de sa naissance, en 2006, de nombreux concerts et de rencontres sont organisés et d'ouvrages sont édités ou réédités. En mars 2006, je recevais Jacques Henry pour la sortie de son livre « Mozart, frère maçon ». Et je lui posais la question, quel a été le parcours de Mozart vers la franc-maçonnerie. Bien jusqu'en 1984, Mozart avait rencontré, avec son père, ou bien en se promenant à travers l'Europe, avait rencontré nombre de francs-maçons, n'est-ce pas ? C'était quand même des gens qui étaient très répandus sur l'Europe, intelligents, qui constituaient le cercle de la culture, parce que les francs-maçons étaient le top de la culture à cette époque-là, n'est-ce pas ? Le 14 décembre 1784, il a décidé d'entrer en maçonnerie. Et il a été si marqué par l'entrée en maçonnerie qu'il n'y est pas rentré tout seul. Et il faut se rappeler quand même que Mozart est le parrain en maçonnerie de Joseph Haydn et de son père. Le père et Joseph Haydn ont été initiés à la demande du fils et de l'ami, n'est-ce pas, dans le premier trimestre 1785. Donc on voit que Mozart n'est pas rentré en maçonnerie juste pour faire joli, mais qu'il a été si convaincu qu'il a fait adhérer quand même deux grosses têtes en musique, son père, qu'est-ce que représente son père pour lui, et puis également Joseph Haydn.
de Mozart dans ses sens symboliques, maçonniques, et c'est vrai qu'on pourrait en parler aussi, mais c'est un autre débat sur Rabelais et sur d'autres. La lecture et la symbolique maçonnique des grands artistes, en particulier du XVIe, XVIIe, voire XVIIIe siècle, c'est un autre sujet. Nous sommes ici à Radio Rennes en direct, ou presque, du Victoria, à Hôtel-Restaurant Avenue Janvier, pour ces émissions plurielles un peu exceptionnelles pour les 40 ans de Radio Rennes, avec Pascal Gallois, avec Marc Feldman. On parle de basson, on parle de musique dite classique, savante, je préfère le terme d'ailleurs, avec Loïc Turmel en tout cas. Merci Ronan. Effectivement, deux bassonistes, c'est rare d'avoir des bassonistes. On en a deux autour de la table, à moins que les autres invités cachent leur jeu, je ne sais pas. Alors justement, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous a fait choisir cet instrument qui n'est pas si courant que ça quand même, qui ne court pas les rues, Pascal Gallois? Moi, ce qui me concerne, c'est le son. Effectivement, le son est tout à fait prenant. Les compositeurs, j'ai eu la chance de développer très grand répertoire avec les compositeurs de Berriot, Boulez, Stockhausen, etc. Aimaient beaucoup le son de l'instrument et me disaient très souvent que c'est un instrument qui vient des entrailles, qui est très, très humain. D'ailleurs, la tessiture du basson, c'est les 4 voix humaines, des 2 voix d'hommes et 2 voix de femmes. C'est l'instrument qui va très haut dans l'aigu, vu que le début du sacre, c'est en haut de la clé de sol, c'est une voix de soprane. Et donc c'est surprenant sur le basson. Et juste une petite chose que m'a dit Luciano Berio devant la presse, c'était devant Le Monde, quand j'ai créé le 15 juin 1995 la Sequenza 12 per fagotto solo, la pièce pour basson solo qu'il a composée pour moi. Quand la presse lui demandait qu'est-ce que vous en pensez, il a dit, mais dans le basson, on connaît le personnage du grand-père de Pierre et Leloup, on connaît le sacre du printemps, mais il n'y a aucune relation, alors je vais prendre l'option, il n'y a aucune relation entre ces deux personnages, c'est presque un instrument schizophrénique. Et c'est exactement ça. Alors, c'est un instrument schizophrénique. Ça explique beaucoup, Pascal. Oui. Si c'est un instrument... En te regardant, c'est ce que je me dis. Si c'est un instrument charnel, on est deux, d'ailleurs. Et je l'entends bien ça, si c'est un instrument charnel, de la charnalité, de la carnalité, on va forcément à la table. Et si on va à la table, eh bien c'est avec aussi nos amis du label Place de la Gare, où nous allons faire quelques pas là en direction de la gare et à l'intérieur de la gare jusqu'au Paris-Brest avec Romain Rouxel qui est notre invité. Bonjour. Romain. Vous êtes directeur adjoint du Paris-Brest et vous êtes avec toute l'équipe de Place de la Gare depuis le début de ces anniversaires de Radio Rennes, les partenaires. On mélange avec plaisir la culture livresque, musicale, artistique, de toute façon, avec celle de la table. C'est quelque chose qui à Radio Rennes nous plaît infiniment, énormément. On trouve que quelque part ce sont les mêmes plaisirs. D'ailleurs, on ne va pas remettre ça, mais quand on parle de piano, quand on parle, etc., etc. Quel est le bonheur d'être directeur adjoint pas de la Place de la Gare, mais du Paris-Brest, Romain? Alors, le bonheur d'être directeur adjoint du Paris-Brest, c'est déjà d'une de vous accueillir et de faire en sorte que les clients se sentent bien parmi nous et viennent découvrir, on va dire, une gastronomie française que l'on leur, on va dire, décrit exactement. Telle une symphonie, nous organisons donc... Vous savez les mots. Voilà, tout à fait. Nous sommes une équipe. Donc, nous avons le cuisinier, donc le chef qui confectionne ses plats exactement, jusqu'à la salle où nous sommes là pour vraiment retransmettre cette écriture, ce savoir-faire et cette volonté que le chef met dans le plat, le transmettre directement aux clients et leur faire comprendre le travail qui a été derrière, ainsi que la pensée du plat aussi. Vous parlez de la pensée du plat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une génération, vous êtes tout jeune, il y a une génération différente, une approche différente de la table, de ce qui a été en dehors de la savanceté, j'aime beaucoup ce mot, qui n'est pas un néologisme, mais qui est un mot gallo, de l'érudition populaire, de la table? Oui, c'est vrai qu'on est une génération nouvelle, on va dire, qui revient avec les acquis du passé, en voulant essayer de retransmettre ça, donc les acquis d'une manière différente. Et c'est vrai qu'on devient un peu moins, on va dire,
sur la table, surtout au niveau du Paris-Brest, on reste sur un service assez simple. N'importe qui peut venir au Paris-Brest. Nous sommes donc un restaurant avec un chef bien sûr étoilé, donc qui est Monsieur Lesquer, Christian Lesquer, chef triplement étoilé du Georges V à Paris, du restaurant Le 5. Et qui est un peu le label, le parrain de l'établissement. Tout à fait, oui, qui a signé donc la carte, et Monsieur Lecôte, donc qui est le chef actuel du restaurant le Paris-Brest. Moi, je suis aux ordres donc de Monsieur Guillemot, qui est le directeur, et qui a traversé aussi, donc, pour les petites histoires, la France entière dans les vignobles avec Monsieur Baumard, qui est donc notre référent au niveau de la salle pour donc le Paris-Brest. Et tout ça, donc nous avons 2 très grands référents de la gastronomie française qui nous ont donc permis de comprendre cette expérience du passé et de voir la remettre au goût du jour, et de faire en sorte que les clients donc se sentent bien, et faire découvrir surtout des saveurs telles des saveurs inconnues, mais tout en restant donc sur des produits bretons, des produits très locaux. Et comme nous sommes à Rennes, comme à la porte de la Bretagne, nous sommes là pour accueillir tous les voyageurs, on va dire. Et avec un savant et gourmet plaisir. On y retrouve aussi des belles soirées animées parfois par Yvon Le Chevestrier. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir, qui est notre camarade ici à Radio Rennes. Merci beaucoup Romain Roussel. Au plaisir. Merci et à vous. À très bientôt. On va se retrouver autour de cette table régulièrement, je crois. Vous voulez. Ou d'une autre. Table, autour en tout cas de Place de la Gare. Loïc, c'est à vous. Je vous laisse avec vos bassonistes. Merci. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur l'histoire du basson, mais là je voudrais... Monsieur Romain Roussel nous a parlé de cuisine, a fait des métaphores musicales. Est-ce qu'en musique on fait des métaphores culinaires comme ça aussi ? Ah oui, il y a des exemples comme ça. Juste un petit mot, je viens de très bien déjeuner là. Et c'est vrai que c'est le voyage aussi par les saveurs. J'ai retrouvé mettre des saveurs thaïlandaises dans une sauce accompagnée de porc, et c'était absolument magnifique. Et dans la musique, effectivement, il y a ça, comme le disait tout à l'heure Marc, on s'imprègne également de folklore. Mozart et surtout Lully, composé pour le roi. Et d'ailleurs, Mozart était dans les cuisines. C'est-à-dire dans l'ordre de l'aristocratie, il y avait la cuisine et après les compositeurs. Et Beethoven était au tout début pour la Révolution parce que ça lui a permis de vivre de ses droits d'auteur. La Révolution a permis ça, et ça a permis de parler de ses sentiments. Puisque auparavant, c'était les aristocrates, les princes, les rois qui commandaient des pièces, ou alors le clergé. Et donc Beethoven a pu commencer à parler de ses sentiments, on donnait la lettre à Élise, etc. Et c'est ce qui a donné le romantisme. Mais après, Beethoven était très en colère, finalement, qu'il était à Vienne et qu'il a vu arriver Napoléon avec tout ce qui s'est passé. Enfin, c'est tout le côté dont on parle actuellement un peu schizophrénique, si je peux dire, qu'il n'y a pas que le basson. Voilà. Donc, mais en tout cas, bravo pour votre cuisine. Sans vouloir faire de publicité, c'était vraiment un moment, un voyage. On continue le voyage et ça reprend. J'ai mangé là hier. Il y avait un Cunyaman salé, on a pas mal de dîners ensemble, après des concerts. De dîner ensemble depuis 40 ans, et je suis sûr que ça rapproche les musiciens. On a dit, le critique littéraire et écrivain américain Waverly Root, dans les années 50, pour le New York Herald Tribune à cette époque-là, disait si on veut trouver un bon repas à Paris, fallait suivre des musiciens. Parce qu'ils connaissaient tous les coins et les recoins. Ce qui est vrai. L'aventure de plaisir entre Radio Rennes et puis Place de la Gare, et au-delà d'une aventure de plaisir, c'est une table partagée. En février 1986, avec Boulet, j'arrivais à New York avec Marc. Il m'a dit, je t'ai trouvé une bonne table, et c'était un Breton à New York qui tenait cette table. Si tu te souviens de ce nom? Oui, non, je ne me souviens pas de nom, je me souviens de lieu quand même. Il y a beaucoup de cuisiniers bretons aux États-Unis. Une cerise sur votre Cunyaman salé, Marc. Je vous propose Hélène Grimaud, si vous voulez bien, d'Hélène Grimaud, avec un concerto de Brahms. Je crois, Pascal, c'était un choix à vous que vous avez proposé. Brahms à l'honneur au mois de septembre prochain à Quiberon. Brahms, dans les musicales de Quiberon, puisque nous avons développé ce concept de mettre en parallèle les grands classiques avec les contemporains. Et donc cette année, c'est Johannes Brahms qui est le grand compositeur romantique. Eh bien, on va en écouter un extrait tout de suite de ce numéro 1, de cet extrait numéro 1 de Brahms, concerto pour piano par Hélène Grimaud. Elle n'est pas avec ses loups, rassurez-vous, ça ne mord pas. Merci encore à l'équipe de Place de la Gare. Merci.
va laisser là Brahms. Nous sommes ici à l'hôtel-restaurant Le Victoria, avenue Janvier à Rennes pour ces émissions spéciales plurielles. 40 ans de radio libre, 40 ans de radio Rennes, avec Loïc Turmel qui invite cette semaine Marc Feldman et Pascal Gallois. Et puis nous avons le plaisir aussi, et un plaisir partagé avec Loïc d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on l'aime. Ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés en plus à ce micro. Oui, ça fait longtemps qu'on se Anne-Marie connaît. Jean. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Et harpiste. Oui. Harpiste un peu polyvalente, je crois. Bizarre. Pardon. Anne-Marie Jean, Oui, alors tu dis polyvalente, Loïc, c'est tout à fait ça, parce que la harpe magnifique dans ce bleu, alors je ne sais pas si c'est un indigo, comment est-ce qu'on a un bleu royal peut-être, c'est pas Bleu. royal ce bleu Ouais, là. c'est un bleu mélangé. C'est un bleu mélangé, ah oui, Ça je dépend de cherchais la le mot. lumière, Entre royal et indigo, c'est mélangé en fait. Plutôt indigo. En tout cas, il est beau. Mais c'est une harpe classique ou galloise, ou ça n'est pas une harpe celtique en tout cas. Non, c'est une harpe clair. classique avec un micro par corde, avec des systèmes de séparation des micros pour les basses, les médiums, les aigus, pour pouvoir travailler sur l'amplification du son. Et c'est aussi une harpe acoustique de grande qualité, et on peut jouer partout, aussi bien totalement acoustiquement que de façon amplifiée. Alors, ça fait longtemps que Loïc et moi, on est fans d'Anne-Marie Jean, grande harpiste du monde des harpes celtiques, et puis également dans le jazz et dans d'autres musiques. Et dans la musique classique aussi. Oui. En fait, quand vous m'avez connu il y a quelques années, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, oui. Bon. Le temps passe vite. Je On jouais sortait de surtout maternelle. Voilà, j'étais une musicienne classique qui jouait de la musique celtique aussi. Et puis mon dada, alors j'étais très jeune musicienne professionnelle, c'était le jazz. Et j'ai eu la chance d'étudier pendant 2 ans à Boston. Et, voilà. Et puis ensuite avec Didier Lockwood, pendant 2 ans également dans sa classe. Et c'est une musique que j'aime beaucoup parce que justement ça ouvre des ponts. C'est une musique très ouverte. On peut jouer des thèmes celtiques de façon jazz, si on en a envie ou pas. Le jazz, c'est immense, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous allez... On continuera à parler avec vous, Anne-Marie, demain, dans Pluriel, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez nous jouer dans un instant là? C'est une guerre bretonne qui s'appelle Genave Faru Stéphane. C'est une histoire triste. Et quelle guerre? Ouais, c'est une de mes guerres préférées, si ce n'est. Et ça raconte une histoire d'amour entre une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme pauvre. Elle est riche. Ses parents décident, enfin les parents de l'enfant pauvre, le garçon, décident qu'il deviendra prêtre. Et donc Geneviève meurt de chagrin. Et c'est une belle chanson sur la liberté des femmes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une femme peut épouser qui elle veut. Voilà. J'espère que ça restera tout le temps. Des résonances actuelles alors dans cette on espère aussi que ça restera tout le temps comme ça. C'est vrai que ça doit résonner pour vous l'un et l'autre, qui aimez les racines traditionnelles et nos traditions orales. Pascal, Marc, on va écouter Anne-Marie Jean, bien sûr, c'est sur Radio Rennes, bien sûr, c'est dans Pluriel, et c'est ici, à l'hôtel Victoria. Alors là, quand je parle un petit peu comme ça, c'est pour bien vous faire comprendre que c'est quasiment en direct et qu'il faut bien le temps de passer du fauteuil à la harpe, ce qu'elle a eu le temps de faire. Anne-Marie, quand vous voulez.
Merci Anne-Marie Jean. Superbe, magnifique. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont avec nous ici au Victoria, avec l'équipe de Place de la Gare. Merci à toute l'équipe de Radio Rennes et puis surtout merci à Pascal Gallois, à Marc Feldman, à Anne-Marie Jean, que l'on va retrouver tous les trois demain. Et on va même retrouver mon camarade de Loïc Turmel. Eh bien oui, à demain. Demain avec les mêmes invités. On va dormir ici d'ailleurs à l'hôtel Victoria et on se retrouve demain à la même heure. Merci aussi à tout le public. Alors ce qui nous fait toujours plaisir, c'est de se dire, tiens, pour prouver qu'on est en live, qu'on n'a pas le Covid et qu'on va bien, on termine le générique avec des applaudissements parce que sur Radio Rennes, on y est de mieux en mieux.